On m'a demandé un jour ce que c'était que de perdre sa famille. J'ai répondu que je ne savais pas. Je sais seulement ce que c'est que de se libérer d'une illusion. Mon histoire ne parle pas de la perte de 17 membres de ma famille. Elle parle de ce qui s'est passé le jour où ils ont tous conspiré pour briser le cœur de ma fille de 5 ans, et comment, une semaine plus tard, leur demande d'argent décontractée m'a donné la force de leur envoyer un seul dollar. Un dollar qui a servi de mise à feu pour brûler toute mon ancienne vie jusqu'aux fondations. C'est l'histoire de 17 chaises vides, d'un gâteau de château intact et de la paix froide que j'ai trouvée en devenant la méchante de leur histoire, pour enfin devenir l'héroïne de la mienne. J'étais Elena, l'Elena fiable, la bonne fille, le pilier émotionnel et, trop souvent, le filet de sécurité financier. Toute ma vie d'adulte a été construite autour de leur validation. Mon identité était enracinée dans ma capacité à donner, à réparer, à anticiper leurs besoins, avant même qu'ils ne les expriment. Je croyais au mythe, selon lequel le sang est plus épais que l'eau, que la famille était une obligation sacrée, peu importe le coût personnel. Je jonglais avec 2 emplois, élevant seule ma fille, Lily, mais je trouvais toujours le temps d'écouter ma mère se plaindre pendant des heures, ou l'argent pour dépanner mon frère jusqu'à sa prochaine paie. Je pensais que ma générosité était de l'amour. Il la voyait comme une ressource inépuisable, un dû. Les 5e anniversaires sont magiques. Pour Lily, c'était tout. Elle parlait de sa fête de princesse depuis des mois, depuis que la première neige avait fondu. Ce n'était pas seulement une fête pour moi non plus, c'était une déclaration que même seule, je pouvais lui donner le monde. J'ai économisé chaque pourboire, travaillé des nuits supplémentaires, où l'odeur de graisse de la friteuse du restaurant collait à mes cheveux. J'ai passé des semaines à apprendre à faire des roses en pâte à sucre sur YouTube, mes doigts endoloris et tachés de colorants alimentaires roses. J'ai sacrifié le sommeil, les repas, ma propre santé mentale, tout cela pour un après-midi parfait pour elle. Le gâteau était mon chef-d'œuvre. 3 étages, un château de conte de fées complet avec des tourelles scintillantes. La bannière Princesse Lily que j'avais peinte à la main était suspendue au-dessus de la porte, les paillettes attrapant la lumière du soleil. 17 chaises que j'avais louées étaient parfaitement disposées dans le jardin. 17 confirmations. Pas seulement des « peut-être », mais des « on a hâte », enthousiastes de mes frères, des « bien sûr, ma chérie, je n'y manquerai pour rien au monde », de ma mère. Chaque détail était méticuleux, chaque ballon gonflé d'attente. La maison sentait le sucre et la promesse. 2 heures de l'après-midi, l'heure de début. Lily tourbillonnait dans sa robe de princesse jaune, un parfait petit soleil d'excitation. Mais la maison était silencieuse, terriblement silencieuse. Le seul son était le léger bruissement des ballons à l'hélium dérivant contre le plafond. À 2h30, l'excitation de Lily commençait à se fissurer. « Ils sont juste en retard, mon cœur », ai-je menti, mon propre estomac se nouant. J'ai regardé mon téléphone. Pas un seul message, pas un seul appel manqué. Juste le vide assourdissant de mon attente. 3 heures. L'heure de couper le gâteau était passée. J'ai envoyé un message groupé. « Tout va bien ?» La fête a commencé. J'ai regardé, paralysé, les accusés de réception apparaître. Vus par maman, vus par papa, vus par ma sœur, mon frère, ma tante, mon oncle. 17 vues. Pas une seule réponse. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un accident de voiture massif impliquant toute ma lignée. C'était un acte, coordonné, silencieux. C'était une exécution. Le moment où tout s'est brisé n'a pas été ma propre réalisation. Ce fut le son de la voix de Lily, devenue petite et tremblante. « Maman, pourquoi personne n'est venu? Est-ce qu'il ne m'aime plus ?» Elle se tenait près de la porte d'entrée, son petit corps affaissé sous le poids de sa robe de bal, refusant de l'enlever, juste au cas où ils arriveraient. La voir, elle, cette innocente de 5 ans, essayer de comprendre une cruauté d'adulte si profonde et si délibérée. Quelque chose en moi s'est calcifié. La douleur était si aiguë, si physique, qu'elle a brûlé toute ma tristesse, ne laissant qu'une cendre froide. Le nettoyage s'est fait dans un brouillard. J'ai démonté la bannière. J'ai dégonflé les ballons un par un. Le son « psh » de l'air s'échappant sonnant comme un dernier souffle. Le pire a été le gâteau. Ce château de 3 étages. Parfait. Intact. Le jeter dans la poubelle m'a semblé être un sacrilège. J'ai dû le casser en morceaux pour qu'il rentre. J'ai mis Lily au lit, ses cils encore humides de larmes séchées. Je me suis assise dans la cuisine sombre, entourée des fantômes de 17 chaises, et j'ai fait face à la vérité. J'avais passé ma vie à essayer de gagner l'amour de personnes qui n'étaient même pas capables de simple décence. Une semaine s'est écoulée, une semaine de silence absolu.
Pas un mot d'excuse, pas d'explication, pas même un mensonge boiteux. J'avais commencé à traiter le deuil, à accepter cette nouvelle réalité fantomatique. Et puis, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Mon cœur a fait un bond stupide d'espoir avant que je ne lise le message. « Salut chérie, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de 800 $ pour le cadeau de fiançailles de ta cousine. Tu sais, la famille doit se soutenir mutuellement. L'audace, le narcissisme décontracté, le fait qu'elle n'ait même pas mentionné l'anniversaire, la douleur de sa petite fille. Le voile de ma vie entière s'est déchiré. La tristesse est morte. Et à sa place, une clarté froide et tranchante comme du verre s'est installée. Je suis restée assise là, regardant son message. La demande de 800 $. L'hypocrisie décontractée, si suffocante qu'elle m'a volé mon souffle. Mais la suffocation n'a pas duré. Elle a été remplacée par quelque chose de froid, de pur. C'était une clarté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai tapé son nom. J'ai tapé le montant. 1 $. Dans la section mémo, j'ai écrit 3 mots. On passera. J'ai appuyé sur envoyer. Le bip de confirmation a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas 1 $. C'était une déclaration de guerre. C'était le prix que je fixais pour ma liberté. 1 seul dollar pour mettre fin à une vie d'obligation. Mon téléphone n'a pas seulement vibré. Il a convulsé. Il a explosé sur la table de la cuisine. Un torrent de notifications si soudain et si violent qu'il m'a fait sursauter. C'était comme si j'avais donné un coup de pied dans une fourmilière numérique. Ma sœur, tu es sérieuse ? 1 $? Mon oncle. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, c'est comme ça que tu rembourses ta mère ? Ma cousine. Tu as toujours été jalouse et mesquine. Maintenant, tout le monde le voit. Ils n'avaient pas pu trouver une seule seconde pour répondre à l'invitation d'une enfant de 5 ans. Mais ils pouvaient tous se mobiliser en quelques minutes pour me condamner pour 1 $. Leurs mots, autrefois capables de me briser, ressemblaient maintenant à de la statique, au bruit lointain d'un monde auquel je n'appartenais plus. Quelques jours plus tard, alors que le barrage numérique s'était calmé pour devenir un grondement menaçant, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas un simple toc-toc. C'était un coup de poing, un martèlement qui secouait le cadre. J'ai regardé par le Judas et mon sang s'est glacé. Mon père, il n'était pas seul. À côté de lui se tenait un officier de police. L'uniforme bleu, le badge brillant. C'était l'escalade nucléaire. M'humilier publiquement. Utiliser l'autorité de l'État comme sa propre armée personnelle. J'ai ouvert la porte, mes jambes tremblant si fort que je m'appuyais contre le montant pour rester debout. L'odeur de mon propre couloir m'était soudain étrangère. La voix de mon père était un tonnerre de théâtre, pleine d'une indignation fabriquée pour l'officier. « Elle est là, agent, elle nous menace. Elle est mentalement instable. Je m'inquiète pour la sécurité de ma petite fille. » Il me pointait du doigt, son visage congestionné de cette rage pharisaïque qu'il maîtrisait si bien. Je l'ai regardé, et j'ai regardé l'officier. L'officier n'avait pas l'air alarmé. Il avait l'air fatigué. Il ne me regardait pas comme une criminelle. Il regardait mon père comme un inconvénient, un énième drame domestique un mardi après-midi. Cette nuance a été la première fissure dans ma peur. L'officier a tourné son regard las vers moi. « Madame, votre père prétend que vous avez proféré des menaces criminelles. Puis-je voir les communications en question ?» Sa voix était plate, procédurale. Je n'ai pas dit un mot. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement déverrouillé mon téléphone. J'ai ouvert le fil de messages. J'ai montré à l'officier la semaine de silence. J'ai fait défiler les 17 vues. J'ai montré la demande de 800 $. Puis, j'ai montré mon virement de 1 $, avec les mots « On passera ». Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu. Son visage est resté impassible. Mais j'ai vu ses yeux parcourir l'historique. Il a tout saisi en 10 secondes. Le gâteau non mangé, l'enfant en pleurs, l'audace de la demande d'argent. Il m'a rendu le téléphone. Puis, il s'est tourné vers mon père. « Monsieur, c'est un différend familial. Ce n'est pas une affaire criminelle. Vous ne pouvez pas utiliser les services de police pour intimider votre fille parce que vous n'aimez pas sa réponse. Veuillez quitter sa propriété. » Mon père a bredouillé, rouge de honte. Mais l'officier a tenu bon. L'officier m'a fait un bref signe de tête. Ce n'était pas de la pitié. C'était une reconnaissance professionnelle. Il n'était pas mon sauveur. Il était mon mentor. Il m'a appris, dans ce bref instant, à cesser d'être une victime émotionnelle et à commencer à être une avocate méthodique. La porte s'est fermée. Le son du moteur de la voiture de police s'éloignant était le son de ma nouvelle vie qui commençait. L'adrénaline de la confrontation ne s'est pas dissipée en peur ou en soulagement. Elle s'est cristallisée en une concentration froide. J'ai fait du café. L'arôme était sombre et amer, et il m'a ancrée. Je me suis assise à ma petite table de cuisine.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé à mes relevés bancaires en ligne. Je ne me suis pas contentée de regarder le mois dernier. J'ai cliqué sur Archives. J'ai remonté 5 ans en arrière. Chaque transaction, chaque virement Interac, chaque prêt que je m'étais menti à moi-même en pensant qu'il serait remboursé. Les premières pages étaient un filet. 50$ ici pour l'essence, 100$ là pour les courses. Des choses que je considérais comme normales, comme le devoir d'une fille. Mais en avançant, surtout après la naissance de Lily, le filet est devenu une inondation. 300$ pour un dépôt de garantie pour mon frère, 500$ pour un problème de voiture pour ma sœur, à 1000$ pour une facture médicale urgente pour ma mère, que j'ai découvert plus tard être pour des injections de Botox. Les chiffres flottaient devant mes yeux, chaque ligne étant une petite trahison, une cicatrice numérique de ma propre naïveté. J'ai ouvert une feuille de calcul. Je ne suis pas douée avec les ordinateurs, mais j'ai appris colonne A, date, colonne B, montant, colonne C, bénéficiaire, colonne D, raison invoquée, colonne E, remboursé. La colonne E est restée vide, vierge, ligne après ligne, page après page. Les heures ont passé, le café est devenu froid. La lumière grise de l'aube a commencé à filtrer par la fenêtre de la cuisine, illuminant la poussière dans l'air. Quand j'ai eu fini, j'ai tapé la formule somme. Le chiffre qui est apparu en bas m'a fait halter. 25 340$. 25 340$. L'équivalent d'un acompte pour une maison. Le fonds d'études de ma fille. Disparu. L'argent était une chose. La psychologie en était une autre. Ce n'était pas seulement de l'exploitation. C'était de la manipulation consciente. J'avais besoin de le voir de leurs propres yeux. J'ai commencé à fouiller dans mes archives de messages Facebook, dans les vieux emails que j'avais sauvegardés et oubliés. J'ai cherché le nom de ma mère, et je l'ai trouvé. Un email qu'elle avait envoyé à ma tante il y a 2 ans, dans lequel elle m'avait accidentellement mise en copie. Elle parlait d'un voyage qu'elle planifiait. « Ne t'inquiète pas pour l'argent du vol », avait-elle écrit. « Je vais juste dire à Elena que la voiture est tombée en panne. Elle enverra l'argent. Elle ne sait jamais dire non. C'est juste plus facile comme ça. Pas une urgence. Pas un besoin. Juste plus facile. » La feuille de calcul n'était pas seulement un acte d'accusation. C'était un plan d'affaires. J'ai vu exactement où chaque centime que je n'avais pas était allé. Maintenant, je devais décider où chaque centime que je gagnerais irait. Et la réponse était simple. Moi et Lily. Uniquement. Mon travail de serveuse au restaurant, jonglant avec les tables et les pourboires incertains, n'était plus suffisant. C'était un travail de victime. J'avais besoin de quelque chose de solide. J'avais besoin d'une armure. J'ai vu une publicité sur un bus pour un programme d'apprentissage en plomberie. C'était physique. C'était sale. C'était dominé par les hommes. C'était parfait. C'était quelque chose que personne dans ma famille ne pourrait jamais me demander de faire pour eux. Mon premier jour de formation a été un assaut sensoriel. L'odeur de la graisse de coupe, un mélange âcre de soufre et d'huile minérale, collait au fond de ma gorge. Le poids d'une clé à pipe de 18 pouces dans ma main était étranger, déséquilibré. Mes muscles, habitués à porter des plateaux, hurlaient sous la tension de tordre des tuyaux en fonte. À la fin de la journée, mes mains étaient crues et mes ongles étaient noirs d'une crasse qui ne partirait pas, peu importe combien je frottais. Je suis rentrée chez moi. J'ai douché Lily et je me suis effondrée dans le lit, le goût métallique de la poussière de cuivre encore sur ma langue. Les mois suivants ont été un purgatoire de travail et d'épuisement. Mon monde s'est rétréci à 2 points focaux, le visage endormi de Lily à l'aube et le froid mordant d'un vide sanitaire humide à midi. J'ai appris ce que c'était que la vraie solitude. Je déjeunais seule dans ma camionnette, le chauffage au maximum, mes mains trop couvertes de mastic et de flux de soudure pour tenir un sandwich. Je mangeais avec un gant en latex, le silence dans la cabine seulement rompu par le son de ma propre mastication. Il n'y avait pas d'appel téléphonique, pas de drames familiaux, juste le sifflement du vent et le grincement du métal. Mais quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas seulement psychologique, c'était physique. La douceur de mes mains a disparu, remplacée par des callosités épaisses au creux de ma paume. Mes épaules se sont élargies. J'ai appris à faire confiance à mon corps, non pas pour plaire, mais pour fonctionner. J'ai appris la différence entre le cuivre de type L et de type M. J'ai appris à souder un joint qui tenait sous 120 PSI. J'ai passé mon examen de compagnon du premier coup. Sur les chantiers, je n'étais plus la gentille Elena ou la pauvre Elena. J'étais juste Elena. J'étais jugée sur la propreté de mes joints de soudure, pas sur ma capacité à absorber les abus.
J'ai quitté mon emploi au restaurant. Le soulagement de rendre ce tablier taché de graisse était immense. J'ai commencé à prendre mes propres petits contrats les week-ends en utilisant la vieille camionnette que j'avais achetée aux enchères. Réparer un robinet qui fuit pour un voisin, installer un nouveau chauffe-eau pour une collègue. L'argent était bon. Mais plus important encore, l'argent était le mien. Chaque facture que j'envoyais, chaque chèque que j'encaissais, était une brique. Je construisais un mur, pas un mur pour garder les gens à l'extérieur, mais une fondation, une forteresse pour moi et Lily, construite de mes propres mains calleuses. 2 années entières se sont écoulées dans ce brouillard concentré de travail, d'école et de maternité. 2 ans de silence absolu de leur part. J'avais presque oublié le poids constant de leur attente, l'anxiété de bas niveau qui avait été la bande sonore de ma vie. Puis, l'intrusion. Je suis rentrée du travail, sentant le PVC et l'après, pour trouver Lily, maintenant âgée de 7 ans, et douée pour la lecture, assise sur le canapé, sa tablette à la main. Elle pleurait, pas les larmes d'une égratignure au genou, mais des larmes de confusion silencieuse. « Maman », dit-elle, sa voix tremblante. « Mamie m'a envoyé un message sur mon jeu. » J'ai pris la tablette de ses mains. Là, dans la fonction de chat d'un jeu éducatif stupide, se trouvait un message de ma mère, utilisant un faux nom d'utilisateur. « Lily, ma chérie, c'est mamie. Ta mère est très malade dans sa tête, et elle te garde loin de nous. Nous t'aimons et tu nous manques. Tu dois me dire où tu vas à l'école pour que je puisse venir te voir. » Une rage si pure, si froide, qu'elle a aiguisé le monde autour de moi en une définition parfaite, plus froide que le jour de la fête, plus froide que le jour de la visite du policier. Il m'avait volé, il m'avait humilié, c'était mon fardeau. Mais ça, contacter mon enfant, tenter de la manipuler, de la retourner contre moi, c'était la dernière ligne, c'était la fin de tout. Le lendemain matin, je n'ai pas mis mes bottes de travail. J'ai mis la seule robe de ville que je possédais. J'ai pris l'argent de mon compte d'épargne, Forteresse, un compte que j'avais créé spécifiquement pour ce genre de violation, et je suis allée dans un cabinet d'avocats au centre-ville. Pas un médiateur familial, un avocat spécialisé dans les litiges, dont le site web parlait d'ordonnances restrictives et de litiges agressifs. L'avocate, une femme aux cheveux d'acier, m'a écoutée sans un battement de cils pendant que je racontais l'histoire. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a offert des options. J'ai choisi l'option la plus définitive. Une lettre de cessation et d'abstention. Un document juridique formel, rédigé dans un langage si glacial qu'il brûlait. Il détaillait, point par point, l'historique du harcèlement, culminant avec la tentative de contacter une mineure par voie électronique pour contourner le parent. Il interdisait tout contact futur, que ce soit physique, téléphonique, par email, par réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de tiers, avec moi ou ma fille. Il a été envoyé par courrier recommandé, avec accusé de réception, à chacun des 17 membres de ma famille. Ce n'était pas suffisant. L'armure juridique était en place, mais l'armure physique devait l'être aussi. Je me suis rendue à l'école primaire de Lily. J'ai demandé une réunion avec la directrice. Je me suis assise dans son bureau, sentant la craie et le désinfectant pour les mains. J'ai posé sur son bureau une copie de la lettre de cessation et d'abstention et une pile de 17 photographies. Ces personnes, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, sont ma famille biologique. Elles ne sont pas autorisées à voir, contacter ou récupérer ma fille. Sous aucune circonstance. Si elle se présente sur la propriété de l'école, vous n'essayez pas de me joindre. Vous appelez la police immédiatement. La directrice m'a regardée, a vu la détermination de granit dans mes yeux et a simplement hoché la tête. Compris, madame. Ce soir-là, j'ai exécuté l'acte final. C'était un rituel. J'ai mis Lily au lit, je lui ai lu une histoire sur un dragon qui protégeait son trésor. Puis je me suis assise sur mon canapé avec mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. Maman. J'ai appuyé sur « Modifier ». J'ai fait défiler vers le bas. Bloquer cet appelant. Un clic. Papa. Bloquer cet appelant. Frère, sœur, tante, oncle, cousin. 17 fois. Je ne ressentais ni colère ni tristesse. Je ressentais de l'ordre, comme si je nettoyais enfin ma propre maison. Je suis allée sur Facebook. Bloqué. Instagram. Bloqué. Email. Bloqué. C'était une chirurgie. C'était l'amputation silencieuse et nécessaire d'un membre gangrené qui menaçait d'empoisonner le reste de moi. La vie, après la grande purge, est devenue silencieuse. Incroyablement,
merveilleusement silencieuse. Les premières semaines, le silence était étrange, comme un membre fantôme. Je me surprenais à vérifier mon téléphone à l'heure où ma mère appelait habituellement pour se plaindre, ou lorsque mon frère envoyait sa demande bi-hebdomadaire d'argent. Mais il n'y avait rien, juste le silence. Au début, c'était assourdissant. Puis, c'est devenu paisible. Le bruit de fond constant d'anxiété, d'obligation et de culpabilité qui avait défini toute ma vie d'adulte avait tout simplement cessé. Le silence a été remplacé par d'autres sons. Le son de Lily riant en faisant ses devoirs. Le sifflement de ma torche à souder dans un sous-sol calme. Les notifications de mon application bancaire m'informant qu'une facture client avait été payée. J'ai obtenu ma licence d'entrepreneur. J'ai officiellement enregistré Elena's Plumbing Solutions, LLC. J'ai fait peindre un logo simple sur le côté de ma camionnette. Une clé à molette tenant une seule goutte d'eau. C'était mon blason. J'ai embauché mon premier employé, une autre femme qui avait quitté une carrière dans le marketing pour travailler de ses mains. Puis un deuxième. Mon entreprise a grandi, construite sur la fiabilité et le travail propre. Je n'étais plus fatiguée jusqu'à l'os par l'épuisement émotionnel. J'étais fatiguée par le travail honnête, par la construction, par la création de quelque chose à partir de rien. J'ai déménagé de mon appartement exigu. J'ai versé un acompte, cet acompte même qu'il m'avait volé, sur une petite maison avec une cour arrière clôturée. Ce n'était pas grand. C'était un bungalow de 2 chambres. Mais c'était le mien. Chaque brique avait été posée par mon propre travail. Pendant près d'1 an, le silence de leur côté a été aussi absolu que le mien. Mon monde était stable, prospère et calme. La vérité, quand elle a finalement émergé, n'est pas venue de moi. Elle n'est pas venue de mes avocats. Elle est venue d'eux-mêmes, implosant sous le poids de leur propre cupidité. J'ai reçu un message d'un lointain cousin avec qui je n'avais jamais eu de querelle. C'était une capture d'écran d'une conversation de groupe Facebook familial à laquelle j'avais été retirée. Ma mère, celle qui avait exigé $800 pour un cadeau de fiançailles, avait été surprise. Elle avait collecté de l'argent auprès de tous mes frères, sœurs, tantes et oncles, en gonflant le coût réel de la fête, pour financer secrètement la lune de miel de la cousine favorite. L'alliance de silence qui m'avait exclue s'était retournée contre elle-même. Ils se déchiraient maintenant les uns les autres pour de l'argent. Le premier contact a eu lieu 2 semaines après l'implosion de leur alliance. C'était ma jeune sœur. Je regardais la pluie tomber sur ma nouvelle pelouse, l'odeur de terre humide remplissant ma cuisine, quand mon téléphone professionnel a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché avec mon salut professionnel. Elena's Plumbing. Ici, Elena. Il y a eu un silence, puis un sanglot étouffé. Elena, c'est moi. Sa voix était aiguë de panique, dépouillée de toute l'arrogance qu'elle avait eue en me traitant de mesquine. Écoute, maman est devenue folle. Papa ne me parle pas parce qu'il dit que j'ai pris son parti et je suis à court d'argent pour le loyer. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Tu te souviens comme on était proches? Pourrais-tu juste m'aider? Juste cette fois? L'ancien réflexe, la vieille piqûre de culpabilité, a essayé de remonter. Je l'ai étouffée. J'ai senti le poids de ma clé à pipe dans ma main plus tôt dans la journée. J'ai senti la paix de ma maison silencieuse. J'ai respiré et j'ai raccroché. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement coupé la connexion. Ensuite, ce fut mon frère. Il n'a pas appelé. Il a essayé une autre tactique. Il s'est présenté sur l'un de mes chantiers. Je sortais d'un vide sanitaire, couverte de boue et de sueur, mes cheveux collés à mon front quand je l'ai vu appuyé contre ma camionnette. Il avait l'air plus âgé, fatigué. « Joli look, elle », a-t-il commencé, essayant un sourire charmeur qui avait l'habitude de fonctionner. « Écoute, j'ai entendu dire que tu te débrouillais bien. Vraiment bien. Je suis fière de toi. La famille, c'est compliqué. Mais je pense à créer ma propre entreprise et j'aurais besoin d'un petit capital de démarrage. Juste pour me lancer. » Il a fait un geste vers ma camionnette, vers mon logo. « On dirait que tu en as les moyens maintenant. » J'ai enlevé mes gants de travail, révélant les callosités en dessous. « La banque est au bout de la rue, » lui ai-je dit. « Il prête de l'argent aux gens qui ont un plan d'affaires. Moi, je ne le fais pas. » Je lui ai tourné le dos et j'ai commencé à ranger mes outils. Il a crié des insultes après moi, mais le son s'est perdu dans le bruit de mes caisses à outils en métal se fermant. Puis, l'inévitable. Ma mère. Elle n'a pas essayé d'appeler ou d'envoyer un message. Elle savait qu'elle était bloquée. Elle a envoyé une lettre. Une carte de vœux rose pâle avec une fleur pressée sur le devant, adressée à ma nouvelle maison. Une adresse qu'elle avait dû obtenir en suppliant un autre parent. L'écriture était tremblante, suppliante.
Ce n'était pas une excuse, c'était une absolution qu'elle s'écrivait à elle-même. « Mon cœur est brisé », écrivait-elle. « Tu as détruit cette famille à cause d'un malentendu. L'argent n'est que de l'argent, mais la famille est éternelle. Lily a besoin de sa grand-mère. Quoi que j'ai fait pour te blesser, tu dois sûrement voir que ta punition a été assez sévère. S'il te plaît, rentre à la maison. Je te pardonne. » J'ai lu le mot « pardonner ». J'ai lu comment ma douleur était un malentendu et ma protection une punition. J'ai pris la carte et je l'ai utilisée comme allume-feu pour mon barbecue ce soir-là. J'ai regardé ces mots suppliants noircir, se recroqueviller et devenir des cendres. La confrontation finale est venue de mon père. Il était le seul à avoir assez d'arrogance pour croire qu'il pouvait encore me maîtriser par la force de sa volonté. Il m'a attendu au bout de mon allée un samedi matin, bloquant ma camionnette alors que j'essayais de partir pour un appel d'urgence. Il s'est planté devant mon capot, un mur de juste fureur. J'ai coupé le moteur et je suis sortie. Nous nous sommes tenus là, sur le béton ensoleillé, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée de mon voisin flottant entre nous. « Tu as fini ?» a-t-il aboyé. « Tu as fini ton petit caprice ? Ta mère est malade d'inquiétude. Tu as déchiré cette famille. Tu as volé ma petite fille. Il est temps d'arrêter ce non-sens, Elena. Tu rentres à la maison, tu t'excuses auprès de ta mère, et nous pouvons mettre tout ça derrière nous. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pas comme mon père, cette figure mythique et terrifiante de mon enfance. Juste un homme vieillissant, bouffi, dont la seule arme avait toujours été le volume de sa voix. Je n'ai pas senti de peur, je n'ai pas senti de colère, je n'ai rien senti du tout. Je ne m'excuserai pas, ai-je dit, ma voix aussi calme et plate que le béton sous nos pieds. Je ne rentre pas à la maison. Il n'y a rien à mettre derrière nous, parce que je vous ai laissé là. Tu as utilisé un policier pour m'intimider. Tu es resté silencieux pendant qu'il brisait le cœur de ma fille. Tu n'as aucun droit sur moi, et tu n'as aucun droit sur elle. Maintenant, déplace ta voiture. J'ai du travail. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-il sifflé, sa voix se brisant de rage impuissante. Nous sommes ta famille. Le sang compte pour quelque chose. Tu nous dois le respect. Tu nous dois le pardon. Nous t'avons élevé. Le mot « pardon » est resté suspendu dans l'air. C'était la clé, le dernier levier qu'il pensait avoir sur moi. L'obligation de la gentille fille de tout absoudre, de supporter le fardeau de leur toxicité pour qu'ils puissent dormir la nuit. J'ai presque souri. Le pardon, ai-je dit, est quelque chose que tu demandes quand tu es désolé. Vous n'êtes pas désolé. Vous êtes juste en colère d'avoir perdu l'accès. Et le respect ? On ne le doit pas. On le gagne. Et vous avez tous échoué. Vous n'aurez pas mon pardon. Jamais. Ce que vous aurez, c'est mon indifférence. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, a-t-il crié, son visage passant au violet. Moi non plus, ai-je répondu. C'est un peu le but. Je suis retournée à ma camionnette, j'ai redémarré le moteur et j'ai fait marche arrière dans l'allée, contournant sa voiture et le laissant là, seul, sur mon trottoir. Alors que je m'éloignais, je l'ai regardé dans mon rétroviseur. Il avait l'air petit, insignifiant. Le monstre de mon enfance avait été réduit à un homme pathétique faisant une crise de colère dans une banlieue calme. J'ai tourné au coin de la rue et je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, c'est le 6e anniversaire de Lily. 1 an jour pour jour après l'incident. Le soleil brille. Notre petite cour arrière est remplie de rires. Pas 17 personnes, juste 6. Mes 2 employés et leurs enfants. Ma voisine d'à côté et la meilleure amie de Lily de l'école. L'odeur des hot-dogs grille sur le barbecue que j'ai acheté avec les bénéfices d'un gros chantier de rénovation de salle de bain. Lily porte une cape de super-héros, pas une robe de princesse, et elle court dans l'herbe, son rire pur et totalement insouciant. Il n'y a pas de château à 3 étages, juste un simple gâteau au chocolat acheté en magasin que j'ai décoré avec elle ce matin, nos doigts tachés de glaçage bleu. Je suis assise sur les marches de mon Porsche, buvant une bière fraîche, le métal froid condensant sur mes paumes encore calleuses. Je regarde ma fille, vraiment heureuse, entourée de gens qui se sont présentés, qui l'ont choisie, tout comme je les ai choisis. Cette nouvelle famille que j'ai construite, non pas à partir du sang, mais à partir du respect mutuel et de l'effort partagé. Je sens le soleil sur mon visage. Je n'ai pas vérifié mon téléphone de toute la journée. La paix n'est pas une émotion écrasante. Ce n'est pas une victoire euphorique. C'est juste une absence. L'absence de peur, l'absence d'obligation, l'absence de ce nœud constant dans mon estomac qui me disait que je n'étais pas assez bien. Ma vindicte n'est pas dans leur destruction, elle est dans ma propre construction. C'est dans le fait que je paie mes impôts, que j'ai une assurance maladie pour ma fille,
que je peux réparer mon propre évier qui fuit. C'est dans le fait que lorsque Lily tombe et s'écorche le genou, elle court vers moi, et elle sait, avec une certitude absolue, que je serai là. Je n'ai pas simplement survécu à leur trahison, j'ai prospéré grâce à elle. Ils pensaient qu'en me coupant, je dépérirais. Ils ne savaient pas qu'ils étaient le poison. Je suis devenue une personne que je respecte. Je suis devenue une mère que ma fille peut admirer. Parfois, des échos de leur monde me parviennent, pas directement. Toujours par des intermédiaires, des murmures sur le vent numérique. J'entends dire que mon père a des dettes de jeu. J'entends dire que le mariage de ma sœur a échoué. J'entends dire que ma mère et ma tante se poursuivent en justice pour une petite somme d'argent héritée. Leur monde est bruyant, chaotique et perpétuellement brisé. Quand j'entends ces choses, je ne ressens pas de joie. Je ne ressens pas de schadenfreude. Je ne ressens rien. C'est comme lire les gros titres d'un pays étranger où je ne suis jamais allée. J'ai perdu mon passé. J'ai perdu l'illusion de la famille dans laquelle j'étais née. Lily a perdu l'idée de grands-parents biologiques, de tantes et d'oncles. C'est une perte réelle, et je la pleure parfois dans le calme de la nuit. C'est le prix que j'ai payé. Mais ce que j'ai gagné, mon autonomie, ma santé mentale, la sécurité de ma fille, ma propre estime de soi, forgée non pas dans leur approbation, mais dans l'acier et le cuivre. J'ai gagné le droit de fermer ma propre porte d'entrée à la fin d'une longue journée et de savoir que la seule personne qui a une clé, c'est moi. Et c'est une victoire bien plus douce que n'importe quelle vengeance. C'est juste la paix.